Et bonjour à tous sur Les mots c'est bien beau, le podcast qui parle des relations amoureuses et d'autres choses, avec comme participant hôte, comme d'habitude, Pierre Kessial et moi-même Marie Arnoux. Donc je commence par me présenter. Marie Arnoux, je suis coach et thérapeute holosomatique et je laisse notre cher ami Pierre se présenter. Moi, c'est plus simple que ça. Moi, je suis coach en relations amoureuses. Euh, vous pouvez évidemment nous retrouver tous les deux sur les réseaux, si vous voulez aller un peu plus en détail sur ce qu'on fait et ce qu'on propose. Tout à fait. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, puisque ce sont vos questions à laquelle on répond à notre manière, questions sur le thème de la sexualité, l'intimité et les relations évidemment, mais surtout la sexualité. Petit contexte, on n'a pas été présent depuis un petit moment pour plein de raisons, parce qu'on a été très occupés, parce que plein de choses se sont passées depuis l'enregistrement du dernier épisode qui était en mai 2024, et nous sommes présentement en mars 2025. Donc il s'est passé pas mal de choses, néanmoins on est là et on répond à vos questions sur la sexualité, parce que c'est quand même un sujet qui revient régulièrement. Voilà. Et de toute manière, toute cette attente nous aura permis surtout de continuer à gagner en compétences. On ne s'est pas juste absenté pour être en vacances. Croyez bien que on va ramener du lourd. Il y a eu, oui, il s'est passé plein de choses pour toi. Moi, j'ai été diplômée du coup en thérapie holosomatique et plein d'autres choses qui se sont produites. La vie a beaucoup changé en un an. Oh oui, un peu trop. Euh, donc, on vous a suggéré de nous poser vos questions sur cette thématique-là. Ouais, pour le petit contexte, du coup, on a posé des questions ouvertes. Vraiment, on n'a posé aucune limite là-dessus. On a eu des réponses autant d'hommes que de femmes. Donc on a un petit peu les deux côtés. On précisera quand c'est nécessaire de quel côté on veut se placer pour les réponses et s'il y a des différences entre les deux, évidemment. Un autre disclaimer qu'on est obligé de faire, hein, c'est on ne va pas parler de l'ensemble du spectre de la sexualité qui peut exister, l'ensemble du spectre des relations qui peuvent exister, ce genre de choses. Marie et moi, on se concentre essentiellement sur les relations qui, je vais le dire crûment, vont quelque part, en tout cas, dans lesquelles on essaye de converger ensemble. Voilà, donc les relations qui mènent vers des couples, les relations de couple, qu'elles soient très récentes ou pas très récentes, c'est surtout l'intention qui compte. Voilà, on ne va pas discuter vraiment des relations de coups d'un soir, de plan cul, de ce genre de choses. C'est pas vraiment notre sujet. Et de toute manière, on se doute que la plupart des gens qui nous écoutent veulent plutôt cette partie-là. Mais au moins, c'est dit. Voilà, tout à fait. Moi, une autre petite précision que j'aimerais apporter, les réponses et les éléments que je pourrais donner sont le fruit de ma compréhension de la vie, de l'amour, de la sexualité, et se basent non seulement sur mes expériences, mais surtout sur le tantra, la sexualité taoïste, le travail énergétique, le travail sur les traumas, les manifestations somatiques, relationnelles, comportementales de notre bagage émotionnel dans notre vie, puisque ce sont sur ces choses-là que je me base et sur ces choses-là sur lesquelles se base mon travail. Question 1. J'ai tendance à rester coincée dans le mental, mais je souhaite reconnecter à mon énergie sexuelle, mon corps, au moment présent et l'extase. Auriez-vous des suggestions et des conseils concrets? Alors, notre première question a été posée par une femme. Oui, elle m'a été posée à moi, enfin je l'ai reçue et je connais un petit peu la femme. Cette question, qui est assez intéressante, elle parle déjà d'énergie sexuelle, de comment se reconnecter à l'énergie sexuelle. Alors peut-être pour certains c'est un peu flou, mais ce qui est surtout intéressant dans cette question, c'est comment sortir du mental finalement pendant un rapport. Pour avoir discuté avec cette femme-là, qui a une très grande capacité d'analyse, qui est extrêmement précise sur les mots qu'elle emploie, qui a un vocabulaire extrêmement riche, euh, le fait d'être beaucoup dans son mental pendant la sexualité reflète déjà en réalité qu'il y a une omniprésence de ce mental
même dans la vie de tous les jours. Et que donc, le fait d'être déconnecté pendant un rapport sexuel du corps est à l'image de la déconnexion qui existe déjà le reste du temps. Et donc là, moi, ce que j'aimerais pointer, c'est pourquoi il y a cette déconnexion. Pourquoi il y a ce besoin de rester dans le mental. Ça, c'est la première piste que j'irai creuser. Au-delà du fait qu'on est dans une société qui, effectivement, ne nous enseigne pas, en étant petit, à associer nos émotions à des sensations physiques, à les relâcher par le corps, comment tu te sens, comment est-ce que ça circule à l'intérieur. C'est pas des choses qu'on nous enseigne. De un. La deuxième chose, c'est que pendant l'enfance, notamment au moment où l'enfant est censé développer ses capacités émotionnelles, sa sécurité intérieure, etc., lorsqu'il est soumis à un chaos, une instabilité, des carences émotionnelles, même si les parents ont fait du mieux possible pour être aimants, quand il y a eu des manques de sécurité émotionnelle, affectifs, des incompréhensions, en tant qu'enfant, à certaines phases de l'enfance, on met en place des mécanismes de défense et de protection où le système nerveux va associer une certaine situation ou une certaine émotion dangereuse. À partir de là, j'irai pas dans trop de détails scientifiques, mais le système nerveux met en place des mécanismes de protection, et à savoir notamment la dissociation. Et donc, ne pas ressentir ce qui se passe dans le corps, ou être angoissé, ou au contraire être complètement apathique. Ce blocage, cette espèce de nœud qui se fait au moment de l'enfance, se poursuit adulte. Et avec les peurs reliées à cette situation-là. Donc, une femme qui a du mal à être connectée à son corps pendant un rapport sexuel, elle est souvent spectatrice de la scène. Elle regarde au-dessus, est-ce que je donne du plaisir à l'autre? Qu'est-ce que je ressens? Ben ça, j'ai pas le temps de m'occuper parce que mon mental, il est en pleine activité. Parce que dessous, il y a peut-être est-ce que je suis assez bien pour l'autre? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je mérite? Comment est-ce que je peux être encore meilleure? Comment est-ce que je suis perfectionniste, même dans la sexualité? Et donc, comme il y a cette projection dehors, il y a, par effet de conséquence, une déconnexion de est-ce que là, ça me fait kiffer? Est-ce que là, comment je peux encore plus ressentir ce que je sens déjà? Comment je peux être encore plus dedans, dans le truc? Parce que le mental est trop présent pour être là, dans cette situation-là de plaisir, de concentration sur le corps, etc. Ce sont souvent des femmes qui ont, en termes de polarité, des blessures du féminin et des blessures du masculin. Et là, je te donne la parole si tu as envie d'apporter un complément ou si tu veux réagir par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que tu as des exemples de blessures féminines et des exemples de blessures masculines qui te viennent? Par rapport à du coup, qui ont un impact. Par rapport à cette situation-là, et notamment qui peuvent avoir un impact sur la mentalisation. Oui. Le besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, c'est une blessure du féminin. Dessous, on y met les peurs associées à chacun. C'est un peu différent, la peur qu'il y a derrière peut-être. Mais le besoin de contrôle chez une femme. Côté masculin, donc une blessure du masculin qui serait présente chez une femme qui manifeste ça, on pourrait retrouver le côté compétition et performance, anxiété liée à la performance, notamment parfois lorsque le père, le papa, pendant l'enfance, a plus félicité, par exemple, pour les réussites scolaires, que célébrer la petite fille juste parce qu'elle existe et qu'elle est incroyable. Ou une absence du père, ou parfois une espèce de petite compétition avec des frères et sœurs. Il peut y avoir aussi donc une absence du père et du coup la petite fille peut prendre sur elle une espèce de je dois me battre, je vais devoir être encore plus forte pour donc ça peut être aussi une manifestation, le côté anxiété de la performance et l'autre côté le besoin de contrôle. Côté blessure du féminin, l'impression de ne pas mériter de l'amour.
c'est une blessure du féminin. Et si on a cette sensation intérieure profonde, bien dessous, même si mentalement on se dit mais si, je mérite d'être aimée, je veux être aimée, si à l'intérieur il y a cette sensation d'estime personnelle qui est physiquement, puisque les traumas se logent dans le corps, elle est physiquement non réglée, par effet de conséquence, dans la relation à l'autre, sexuelle ou émotionnelle, il y aura toujours cette peur de pas être, de pas recevoir, de pas être, de pas mériter, de toujours devoir prouver plus. Voilà. Donc Et en si je sachant reformule, que, oui, si je reformule avec mes mots, si j'ai bien compris, il va y avoir un acte de performance qui forcément vient d'un espace du mental, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on doit faire certaines choses, qu'on Ouais. doit apparaître d'une certaine manière Mm. pour obtenir l'amour, puisque nous avons été habitués à performer pour recevoir. Et donc même jusque dans le sexe, ça peut partir effectivement du manque de célébration de base, et on est célébré que quand, enfin célébré et encore que, voilà, on est félicité que quand on a fait, on a performé, et pas quand on l'a pas fait. Et donc du coup là pareil, il va y avoir un besoin de performer durant l'acte pour être félicité et recevoir. ouais. J'aimerais aussi préciser une chose par rapport aux blessures féminines du masculin. On l'exprime de cette manière-là, mais en réalité, il faut savoir que c'est toujours l'un et l'autre intrinsèquement liés. C'est-à-dire qu'on n'a pas ou des blessures de l'un ou des blessures de l'autre. C'est pas aussi à mettre dans des cases parce que c'est toujours très entremêlé et que on a des parents qui eux-mêmes ont des blessures des deux côtés, maternelles et paternelles. Et l'autre chose que j'aimerais préciser, c'est que ce cas-là, on le retrouve chez des femmes qui se disent très très sensibles, très grande capacité d'analyse. Alors certes, on ne vient pas tous avec la même graine et la même façon de voir les choses. Néanmoins, l'hypersensibilité et le fait de tout ressentir et de tout analyser, de tout capter, etc., c'est très souvent en fait une réponse traumatique. Forcément, j'ai besoin de tout analyser et de tout savoir parce que je suis tellement en insécurité à l'intérieur de moi-même que plus je vais en savoir, plus je vais essayer de mettre de manière illusoire de la sécurité, là où j'en ai manqué. De mon expérience, je le vois que cette hypersensibilité et cette grande compréhension du monde, alors certes, il y a un moment donné où quand on travaille beaucoup sur soi, on cerne pas mal de choses, mais quand ça devient une source de drainage d'énergie, d'avoir l'impression d'être trop, ça fuit dans tous les sens, c'est juste une réponse. Du coup, le travail, la piste, déjà de la reconnexion au corps, là on va pas dans les pratiques tout de suite, mais c'était plutôt d'aller interroger le pourquoi, c'est que tant qu'il y a cette insécurité physique, par rapport à des blessures de l'enfance qui ont forcé à déconnecter le corps et le mental, tant qu'il y a encore ces blessures émotionnelles plus profondes de peur de ne pas être assez, de besoin de mériter, de se prouver, de se dévouer à l'autre. Notamment, tiens, ça pourrait être une autre blessure, ça aussi, c'est le truc du sauveur. Plus je donne, plus je me sacrifie, le côté un peu sacrificiel, plus je me donne à l'autre pour l'autre, plus je vais mériter. À s'en oublier soi, en fait. Et ça, on parle là de la sexualité, mais évidemment, c'est un reflet aussi de ce qui se passe dans la vie de manière générale dans le couple ou ailleurs. Et du coup, là tu as beaucoup parlé du travail finalement individuel, j'ai envie de dire, Ouais. parce que ça provient de notre histoire personnelle. Et si tu devais donner un conseil pour sortir du mental, pendant que tu es dans le moment, voilà, parce que tu as évidemment un travail à faire sur le côté, mais le travail à faire sur le côté, on sait toi et moi, qui peut être très long. Et pendant ce temps-là, on est avec notre partenaire, il y a des moments où on a ces moments intimes. Voilà, de manière pragmatique, t'es dedans, comment est-ce que on fait rentrer ce moment-là aussi dans une avancée de la guérison avec ça? Au-delà du travail qu'elle peut faire seule vis-à-vis de son corps, de ses blessures, de ses peurs, et de mise en action quotidienne pour aller à contresens de ça, de ses peurs, au-delà du travail personnel, dans l'intimité avec l'autre, ce que je conseillerais, déjà, c'est de se concentrer à chaque instant que son mental veut prendre le dessus, à chaque moment, et ça demande de l'entraînement, hein, c'est pas magique, mais à chaque moment elle sent qu'elle est à nouveau dans l'analyse, etc., de respirer dans son anatomie. Je veux qu'elle respire dans son vagin. Qu'elle imagine vraiment la respiration, genre
à chaque endroit, qu'est-ce que je sens là, si je me concentre, mais vraiment d'aller dans l'obsession de la concentration sur son clitoris, sur son vagin, etc. Genre vraiment, je respire dedans. Je respire, là, je sens qu'il me touche à cet endroit. Est-ce que je peux respirer? Qu'est-ce que je sens sur ma peau à chaque instant? Là, je le mental qui part. Non, je reviens dans mon clitoris. Hop, hop, hop. Et vraiment, plus elle va apporter de la conscience et respirer dans les zones, je respire dans mon ventre, et elle pourra du coup analyser et voir, est-ce que ça me fait déjà du bien? Est-ce que j'aime? Et la deuxième étape, c'est de l'exprimer. Ah, j'aime quand tu me fais ça. J'aime quand tu me touches de cette manière-là. Parce que plus elle va aller verbaliser en temps réel ce qui est en train de se passer pour elle, plus ça va aussi déjà aider l'autre à savoir ce qui se passe. Donc ça risque d'améliorer beaucoup de choses dans la situation, de faire des choses super chouettes, mais c'est surtout que ça va la ramener et l'obliger à revenir sans arrêt à son corps et à ses sensations. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la respiration ailleurs que dans les poumons. Putain, ils ont fumé quoi là, les gars? Oui, pareil, la première fois que j'ai entendu parler de respiration jusque dans les testicules ou des trucs comme ça, j'étais en mode, mais attendez, anatomiquement, il y a un petit problème là, ça peut pas fonctionner. Faites cette pratique par vous-même dans un espace solo où en fait vous détendez complètement votre corps, vous pouvez être debout, assis, allongé, peu importe. Et vous faites descendre la respiration de plus en plus profondément. Et en fait, même si ça devient un petit peu concept, effectivement, de dire j'emmène le flux d'air jusque-là, en fait, vous allez commencer à sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui descend jusqu'à cette partie-là, comme si on allait alimenter quelque chose. Donc faites d'abord cet exercice en solo, parce que si vous essayez de le faire dans le feu de l'action, surtout quand l'action elle est assez rapide, ça va être compliqué de se connecter aux sensations, parce que tout va bouger trop vite. Donc ça, ce serait la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est, donc Marie a parlé de verbaliser, moi j'étendrai un tout petit peu la chose parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas verbaliser, pas juste parce qu'elles ont honte ou quoi que ce soit, mais parce que c'est pas dans leur style, c'est pas ce qui sort. Et donc se forcer à aller verbaliser, surtout quand on est quelqu'un de très mental, et ben on commence à se dire, attends, qu'est-ce que je vais dire, comment je le dis, comment ça va être perçu, est-ce que ça a brisé le moment, etc. Et là on est en train de se prendre un retour de flamme, et c'est pas le but. Donc on va beaucoup plus parler d'expression que juste de verbalisation. Donc on peut exprimer ça avec des mouvements de corps, on peut l'exprimer avec justement plus de respiration, moins de respiration, avec des râles, avec des grognements, parce que parfois on parle, ça sort tout seul, de temps à autre on n'ose pas du tout parler et on est un peu tendu, et donc venir faire cette respiration va permettre de détendre, mais ensuite on veut pas se bloquer sur le moyen d'expression, on veut juste laisser sortir tel que ça a envie de sortir. Je peux préciser une toute petite chose par rapport à ce que tu disais sur la respiration et la visualiser. Un petit conseil qui peut aider aussi, c'est déjà de s'entraîner seul, ce qui aide beaucoup et qui fait partie déjà d'un travail un peu énergétique, mais j'irai pas en détail, c'est à chaque inspiration, imaginez qu'il y a de la lumière qui rentre dans le corps par les narines, vraiment visualiser le chemin et imaginez que la lumière descend à un endroit, du coup choisi, le ventre, le cœur, les poumons, les fesses, le vagin, etc. Et vraiment la visualiser. Ça peut aider. Approfondir ses respirations et comme tu disais, exprimer par le corps, ça peut être aussi, et ça augmente le plaisir aussi, faire du bruit. Faites du bruit les filles. Genre, soufflez, gémissez, criez, faites sortir du bruit. Même si au départ, peut-être que ça peut vous sembler un peu gênant, c'est très libérateur. Ça vaut tout autant pour les hommes, hein. Peut-être même plus d'ailleurs, puisque un des commentaires féminins qui revient le plus, c'est que l'homme est très silencieux dans son acte, et que dès qu'il fait du bruit, quel que soit le bruit, c'est perçu comme très excitant. Et puis ça rassure beaucoup la partenaire. J'ai capté là-dessus, je me suis fait un remémorage. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, alors de la même manière, comme je dis, il n'y a rien besoin de dire de particulier. Un mec silencieux, c'est hyper effrayant. Genre, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de mourir. Il s'ennuie. Il est concentré sur sa performance. Il est dans sa tête. Il est dans sa tête. Voilà, il est dans sa tête aussi. Donc on parlait du mental. Là, pour le coup, c'est un espace où on se rejoint beaucoup. La question était d'une femme, mais les réponses sont tout aussi valables. Venant de l'homme, on peut avoir une différence. Évidemment qu'être dans son corps va être très important. Mais quand on veut aussi porter sa conscience sur la partenaire et sur ce qu'elle traverse, parce qu'on peut l'aider en fait. À partir du moment où on est à l'aise avec notre propre corps, quand on la voit être tendue
enfermé dans un mutisme ou des choses comme ça, on peut lui parler à ce moment-là, on peut lui dire des choses, si possible pas en cassant le moment, si possible d'une voix un peu suave, rauque, ce que vous voulez, susurrer à l'oreille, bref. Mais dites-lui, respire, détends-toi, on n'a nulle part où aller, tout est là, t'inquiète pas. On n'a nulle part où aller. Oh, alors ça, notez sur votre carnet là de phrases de... Question suivante. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais c'est tout à fait vrai sur les hommes. La seule différence, c'est que le côté féminin de l'équation va vouloir se porter sur son propre corps, le côté masculin va pouvoir porter sa conscience sur les deux. Là, c'est un peu différent, mais globalement, c'est les mêmes exercices. Question 2. Comment tenir plus longtemps? Le problème vient-il de l'homme ou des deux? Alors, cette question est posée à la fois par les femmes pour leurs hommes et par les hommes directement. Donc là, on est vraiment sur un sujet assez majeur, j'ai envie de dire, et de toute manière, les stats corroborent totalement cette situation, puisque, alors je les ai plus totalement de tête, et elles ont tendance à changer en fonction des populations qui sont étudiées, etc., mais si on devait dégrossir le trait, on a à peu près 90% des hommes qui ne tiennent pas plus de 5 minutes aujourd'hui, durant l'acte, et on en a, sur cette tranche-là, on en a un bon 80%, je crois, qui ne tient pas 3 minutes. Donc vraiment, il y a une épidémie sur la durée. Et ceci étant dit, il y a un deuxième problème, c'est que dans les hommes qui tiennent plus longtemps, il y a ceux qui subissent le problème inverse dont on parle beaucoup moins, qui est qu'ils ne terminent jamais. Pour le coup. Il y a des hommes qui ne terminent jamais. Ceux-là sont aussi très bloqués dans leur mental. Mais ici, on va plutôt parler du problème initial, Inverse. qui est, voilà, comment faire tenir le rapport plus longtemps, en fait, parce que ça dure tellement peu de temps qu'ensuite, pour les femmes, c'est compliqué, elles n'ont pas le temps de monter en plaisir. Déjà, il y a une première question qui serait intéressante de se poser, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que un homme ne parvient pas... Alors là, on ne parle pas d'un problème d'érection, mais on parle du fait que soit il termine trop vite, soit l'érection, je suppose, ne tient pas très longtemps avant que ça soit un peu... C'est surtout la durée, c'est-à-dire il termine trop vite. Il termine trop vite, ok. Termine trop vite. Donc le pourquoi. Si on retire la cause pathologique de l'ordre de... Médical. Il y a un dysfonctionnement et qu'on part du principe que les personnes qui écoutent ça n'ont pas 90 ans. Si on retire ces deux, non, à un moment donné, voilà. Si on retire ces sujets-là, d'abord, est-ce que tu peux juste nous faire une overview, c'est-à-dire juste lister un peu grossièrement les raisons pour moi, que tu vois? Les raisons que je vois, alors déjà, première chose classique, les peurs. C'est la cause la première, manque de confiance, etc. Besoin de performance, vision de la sexualité qui fait que il a été habitué à un certain schéma et qu'en fait ça devient une habitude et un réflexe qui devient aussi un réflexe physique. Deuxième raison, c'est une personne qui se masturbe et a des éjaculations trop fréquentes. Troisième raison que je vois, c'est que l'énergie sexuelle qu'il a en lui, dans son corps, qui est l'énergie de vie, qui est, entre parenthèses, l'énergie féminine, c'est la Kundalini. Cette énergie-là, comme et à cause de tout ce qui a été intégré, des habitudes, de l'éjaculation régulière, etc., il y a une espèce de fuite, dès que j'en ai trop, ça s'accumule dans mes testicules, il faut que je le sorte le truc. Et il n'y a peut-être pas déjà la compréhension, la conscience de ce que c'est, de comment ça se manifeste. Et du coup, cette énergie-là ne circule pas dans le corps, mais elle est tout de suite cherchée à être évacuée. Or, cette énergie sexuelle-là, lorsqu'elle est évacuée chez l'homme par l'éjaculation, en général, juste après, il a un état de fatigue et de vide. C'est pas que c'est anormal, je veux pas que vous vous culpabilisiez ou quoi, c'est juste que pour l'instant, c'est comme ça. Et que c'est pas votre faute, mais qu'il y a des choses à faire peut-être et à envisager pour inverser cette tendance-là et apprendre à dissocier l'orgasme de l'éjaculation, qui sont deux choses différentes et indépendantes, et travailler sur les différentes causes que j'ai évoquées.
Est-ce que l'overview est suffisamment grande? Il y a déjà pas mal de choses. Moi, j'en rajouterais une évidente, hein, Ouais. quand même. Le porno. C'est que biologiquement, on a tout intérêt à finir vite. Eh ben oui, mais oui. En tant qu'homme. C'est-à-dire que pour la procréation, on a un intérêt biologique à finir assez rapidement. D'ailleurs, alors on n'est pas les plus rapides, hein, mais si tu regardes par exemple des animaux comme les lapins ou des choses comme ça, ça se fait en 10 secondes. Hein, vraiment, alors eux, ils vont vite, d'accord, mais du coup, on peut faire le parallèle instantanément, c'est que plus il y a de friction, plus ça va vite. Donc, on va tout de suite remonter sur une histoire de pornographie et d'exemples, de mauvais exemples qui sont donnés, c'est les hommes ont envie d'aller vite. Ils ont envie qu'il y ait de la friction, et pour créer de la friction, pour avoir de la sensation, ils ont besoin que ça fasse des va-et-vient assez vite. Donc il y a une notion de vitesse qui n'est pas du tout contrôlée ici aussi. Donc en voulant aller aussi vite, forcément la fin arrive tout aussi vite. C'est-à-dire que dans la gradation de la montée de plaisir qui mène au seuil de l'éjaculation, on grimpe des marches 4 par 4. Et donc forcément, il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a pas de contrôle et en plus de ça, puisque c'est aussi... c'est comme le sport en fait. C'est une habitude. Et donc à partir du moment où, je sais pas, si tu veux réinverser une tendance et c'est pas muscler ton pénis, mais muscler même une nouvelle habitude, ça demande de l'entraînement et ça demande effectivement de mettre certaines choses en place ou d'arrêter certaines choses. Et c'est là où je vois que le travail de conscience corporelle, des sensations, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, etc., surtout les hommes qui ne sont pas du tout habitués, ça les aide à remettre de la conscience et d'aller progressivement, peut-être plus lentement, d'apprendre à ralentir, à prendre le temps de ressentir. Et il y a plein d'autres choses à faire, inspirées notamment de la sexualité taoïste, pour qui l'éjaculation régulière fréquente est déconseillée. Pas juste pour des raisons liées au rapport sexuel en lui-même, mais pour une raison aussi de perte d'énergie, de concentration, de focus chez les hommes qui ont des éjaculations régulières, qu'ils associent à « vite, je dois vider mon énergie », le sortir, mais ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent aussi en plaisir, paradoxalement, pendant les rapports. Et apprendre à remuscler tout ça, à faire circuler cette énergie va différentes pratiques. Il y a des bouquins qui sont excellents sur ça, parce que peut-être que tu auras des pratiques à conseiller, mais... et aussi, même la femme peut aider, on peut aussi en venir sur ça. C'est comme une rééducation, en fait. Et de comprendre aussi que la sexualité telle qu'elle est vendue dans notre société n'est peut-être pas la bonne. Bonne, entre guillemets, si on pouvait dire bon. Là tu élargis le champ énormément. Mais si on reste sur la question, il y a un truc qui est intéressant. Et ce que tu dis là, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est inconnu des hommes, de beaucoup d'hommes, mais ils le connaissent dans une manière de faire qui est un peu différente du rôle original, on va dire. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes qui, sachant qu'ils finissent vite, ont remarqué que quand ils ont déjà fini une première fois, la deuxième fois, ils finissent moins rapidement. Parce qu'en fait, ils sont moins excités la deuxième fois. Ils se sont un peu vidés de leur énergie, justement. Et donc la deuxième, la troisième, la quatrième fois, toutes les fois qui sont derrière, en fait, graduellement, sont de moins en moins excitantes, et donc le plaisir monte moins vite. Et donc l'éjaculation monte moins vite aussi. Mais le problème que ça pose, c'est que les rapports sont moins bien sur le moment. Et là, à titre personnel, j'ai passé une longue relation à distance avec quelqu'un qui ne revenait que tous les 2 mois à peu près. Et la première fois qu'on se voyait, c'était absolument incroyable. Enfin, la première fois qu'on le faisait après s'être revu, c'était incroyable. Sauf que dans le feu de tout ça, on avait envie de le refaire une deuxième ou une troisième fois. Et en fait, à chaque fois, vu que à cette époque, je finissais tout le temps, et la première fois était trop ouf et j'étais pleinement dans le moment. La deuxième fois, j'étais un peu moins, et puis de temps à autre, j'avais un peu des pensées parasites qui pouvaient arriver. Mais tu tenais longtemps ou pas ? À la troisième fois, et je tenais de plus en plus longtemps, évidemment. Et en général, la première fois, je tenais pas du tout. Et oui, mais du coup, t'avais l'orgasme avant, enfin, tu t'éjaculais avant qu'elle ait eu le temps d'avoir un orgasme. Alors, là, j'ai une situation particulière. J'étais avec une partenaire qui n'en a jamais eu de sa vie. Ça, c'est un problème qu'on n'abordera pas dans cet épisode-là. Mais du coup, je n'avais pas à me soucier de ça. Je n'avais à me soucier que de moi-même. C'est-à-dire que j'étais le facteur limitant dans tous les cas. À ce niveau-là. Mon but, c'était pas d'atteindre un seuil pour elle. Mon but, c'était que ça dure suffisamment de temps pour que ce soit plaisant pour nous deux. Et du coup, la première fois, elle était trop rapide. Donc on attendait juste un peu que mon énergie revienne. Et puis ça remontait à un moment donné.
Le truc, c'est que quand ça remontait pas au même niveau en fait. Donc du coup, il y avait des moments où, sachant qu'elle arrivait, si je voulais faire durer plus longtemps, mais je sais que je suis pas le seul, hein, j'ai eu d'autres témoignages là-dessus. Donc ce concept de la gestion énergétique de l'éjaculation, il est connu des hommes. C'est juste qu'il n'est pas employé comme il faut. Et c'est seulement, à titre personnel encore une fois, quand j'ai lu un certain livre qui a commencé à me parler de ça, un peu comme une batterie, c'est-à-dire il y a une batterie d'énergie, et le but c'est de la faire monter, pas de la faire descendre. Le but c'est pas de s'amener en bas pour pouvoir tenir plus longtemps, le but c'est d'apprendre à la faire monter et à tenir d'autant plus longtemps pendant qu'on la fait monter. Ouais. Bon, je ne suis pas un homme, donc je peux difficilement m'imaginer exactement ce qui se passe et comment vous pouvez le ressentir, parce que je suis une femme, je fais ce que je veux. Mais ce qui pourrait aider pendant un rapport, du coup, au-delà du travail personnel, dans un rapport avec une femme, ce qui pourrait aider et qui aidera aussi beaucoup et qui rendra très contente votre partenaire, imaginez entre le moment où vous sentez que vous commencez à avoir envie, qu'il y a des petites choses qui se passent, qu'il y a un rapprochement, etc. Entre ce moment-là et le moment où vous pénétrez le vagin de madame, cet écart-là, il faut qu'il soit le plus long possible. Parce que non seulement plus vous allez être lent, prendre le temps avant même de commencer l'acte, bah déjà vous permettez à l'autre de vraiment monter en excitation, parce que le corps d'une femme, c'est comme un diesel. Il faut la chauffer. Voilà. Mais après, ça tient, genre, c'est une autoroute, ça s'arrête plus. Donc, pour augmenter déjà l'excitation, la lubrification, le plaisir de la femme, vraiment, le moment entre le début il commence à passer des choses, et le moment où vous vraiment envisagez de commencer à pénétrer, ça, le plus long possible. Et ça peut être des heures. La vision tantrique, c'est... Non mais, alors après, on n'a pas tous le temps d'avoir des heures devant nous, voilà. Mais vraiment, ça peut vraiment être vraiment prenez le temps, masser chaque zone du corps, chaque zone de l'anatomie de la femme, etc. Donc aussi, vous montez en excitation. Et pareil pour la femme, c'est-à-dire aussi prendre le temps de masser l'homme, etc. Et si à un moment donné, vous sentez qu'il faut vraiment rentrer, attendez encore un peu. Respirez. Respirez dans cette situation-là de... Il y a une phrase qui est extrêmement parlante dans le tantra, c'est en fait le tantra valorise le désir, dans le sens il le magnifie. Non pas comme vite quelque chose à assouvir, mais juste de le sentir et de rester en observateur avec ça. Ça monte, c'est beau et je le sens. Et en fait je ne suis pas obligée d'y succomber tout de suite. Déjà d'avoir cet apprentissage-là, même peut-être au quotidien, déjà ça va faire une grande différence. Et... laissez observer monter ce désir, ressentez-le. Ne cherchez pas à l'étouffer tout de suite. Voyez comme c'est beau. Et prenez le temps, respirez, etc. Et une petite chose que j'aimerais préciser aussi, pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup d'énergie sexuelle, ou l'impression d'en avoir beaucoup à dépenser, à défouler, à évacuer, etc. avec vraiment cette espèce de feu, etc. Donc au-delà des habitudes de porno, d'éjaculer souvent, il y a aussi le fait que l'énergie sexuelle, qui est la Kundalini, qui est une énergie qui circule dans le corps, depuis le bas au niveau du sacrum jusqu'en haut au niveau de la couronne, cette énergie-là, elle traverse évidemment différentes zones qui sont reliées à des chakras qui correspondent à des points particuliers et des émotions. Je vais donner un exemple. Quand un homme, par exemple, a eu tellement l'habitude de fermer son cœur et ses émotions parce qu'elles n'ont pas été entendues, qui a fermé son cœur, ne communique pas ce qu'il pense, a un manque de confiance en lui, plexus solaire, plus d'autres choses peut-être qui traînent dans les différentes zones, l'énergie, elle reste en bas, en fait, elle ne peut pas monter. Et il y a des fois une espèce d'accumulation de cette énergie-là qui demande à être... qui remue, et c'est pour ça que certaines personnes ont des gros besoins et des pulsions sexuelles assez intenses. Voilà. J'ai fait deux divergences, mais je trouvais que c'était approprié dans cette partie-là. Dans le thème où effectivement il peut y avoir une accumulation qui mène à vouloir se débarrasser
de l'énergie, en fait, qui est là. Donc il y a, dit un peu différemment, il y a un besoin de s'habituer, en fait, à ressentir cette charge. Et là, je reste dans le thème de la batterie. C'est-à-dire que on a tellement l'habitude, et notamment à cause de la pornographie, hein, qui est un vrai fléau, de se vider régulièrement, qu'en fait, on ne vit qu'à entre 0 et 5% de la batterie, en fait, en permanence. Dès qu'on atteint 5%, c'est « Oh, là j'ai envie, j'y vais ». En fait, il n'y a rien qui se positionne comme barrière entre l'envie et l'accès à la chose. C'est tout le problème de la pornographie, c'est son accès qui est ultra simple. On sait quoi taper, on sait où aller, on sait sur quel site aujourd'hui ça va être, etc. On sait que la moindre image, même si on n'en a pas forcément envie, la moindre image un peu suggestive peut nous lancer dans le truc. Et on est à 5%, ça y est, on a atteint un seuil, ça peut y aller. Et on se revide. Et on remonte un peu de temps à autre parce qu'on est occupé, il se passe des choses dans la vie. Et ensuite on se revide. Et donc quand on veut dépasser ce seuil, la charge, elle devient inconfortable au début. Elle est vraiment inconfortable, on a envie de s'en libérer. Et puis en plus de ça, je le rappelle, ça fait partie de notre biologie. À nous. C'est qu'il faut qu'on aille la libérer. Il faut qu'on trouve une partenaire et qu'on enfante. Voilà. C'est marrant parce que j'en ai parlé avec un homme en privé qui m'avait dit qu'il avait arrêté le porno, etc. Et après, c'est un homme qui a déjà fait des ateliers tantra, qui a déjà une grande conscience corporelle, etc. Mais qui avait un peu encore ce truc-là de regarder du porno et d'éjaculer assez souvent. Et il m'a dit qu'il avait arrêté depuis 2 ans, je crois, complètement. Et que donc déjà son regard sur la sexualité avait énormément changé. Il était beaucoup plus présent dans les rapports. Le fait qu'il ait appris à moins éjaculer, à faire, du coup, apporter cette conscience dans son corps, etc., ça lui avait aussi permis d'avoir beaucoup plus de plaisir pendant les rapports. C'est ça que je voudrais aussi dire, les bienfaits derrière, parce que on va nous dire, mais moi j'ai pas envie de me libérer, de gagner de la batterie, je veux encore décharger plein de fois. Il y a des bienfaits. Des bienfaits aussi, et ça s'explique biologiquement, je peux en parler. Quand un homme éjacule, ce qui se passe en termes de biologie, c'est qu'il y a une chute soudaine de la dopamine et de la testostérone. Et une augmentation de la prolactine. La prolactine, c'est quoi ? C'est une hormone que les femmes produisent au moment où elles doivent allaiter. C'est une hormone de croissance. C'est aussi du coup une hormone plutôt féminine qui est dédiée à nourrir le bébé, entre autres. Cette chute de dopamine et de testostérone, elle n'est pas sans effet. Et en termes de polarité, il y a aussi ce qu'on observe, une espèce de... Alors, je n'irai pas dans le détail dans cette vidéo, à part si tu me lances, mais il y a une espèce de perte d'énergie, de perte de cette puissance du masculin qui contient toute cette énergie, qui peut la faire circuler, qui peut être concentrée, focus, etc. Disclaimer, ne vous sentez pas mal si c'est quelque chose qui vous semble difficile. Enfin, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'homme plus meilleur au lit, enfin bref, il y a juste un chemin que chacun doit faire et de comprendre les bienfaits qu'il y a derrière pour soi, pour sa santé, pour ses émotions, sa capacité à se concentrer en tant qu'homme, à rester focus et aussi à ressentir plus de plaisir pendant les rapports, à avoir une plus grande connexion avec ses partenaires et augmenter progressivement du coup la durée des rapports et potentiellement la durée des orgasmes. Puisqu'un orgasme non conscient moyen, il est de 12 secondes. Alors qu'un orgasme, lorsqu'on travaille sur ces choses-là, peut durer en moyenne 30 minutes, voire plus, voire être multiple, chez les hommes aussi. Question 4. Sortir de l'addiction à la pornographie. Faut-il complètement arrêter ? Elle sait que j'en regarde et que je me masturbe, et pourtant notre sexualité est extraordinaire. Du coup, voilà, ça nous fait un pont parfait sur le thème de la pornographie, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, et il y avait des questions derrière qui sont finalement assez pratico-pratiques. Et il y en avait notamment une qui était assez intéressante. Enfin, il y avait des sous-questions là-dessus, on va dire. Et celle qui était intéressante, c'était quid d'arrêter totalement, ou est-ce qu'on peut juste se dire qu'on va diminuer finalement tellement drastiquement que ça n'a plus vraiment d'impact sur le rapport, quoi.
Donc là, sur cette question-là, justement, j'ai envie d'être extrêmement radical parce que il n'y a pas vraiment de poids de mesure avec ça, pour différentes raisons. La première raison, c'est que, et ça c'est un principe qui est entre guillemets universel, hein, ça n'a pas du tout rapport qu'à ça, c'est que ce que l'on voit nourrit notre esprit. D'une manière très simple, si vous regardez un épisode d'une série, vous allez penser à l'épisode de la série à un moment donné dans votre journée, ou que ce soit pour penser à se dire bah tiens qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après, soit pour revisiter des scènes qui vous ont plu, qui vous ont questionné, qui vous ont marqué, etc. Donc quand je parle de nourrissement parce que quand quelque chose rentre dans notre organisme, il y reste un certain temps. Et quand il y reste, il a des impacts. Et donc la pornographie c'est la même chose. Que cet impact soit personnellement mesuré comme étant pas très problématique, etc., ça dépasse largement ce que nous on arrive à percevoir en réalité. On nourrit quelque chose en ingérant cette nourriture, du coup, de rapports qui ne sont pas réels, qui sont filmés, qui sont faussés, et notamment, ce qui est extrêmement dommageable, c'est l'image de la femme. Parce que la pornographie est quasiment toujours filmée du point de vue des hommes, même s'il existe de la pornographie filmée du point de vue des femmes, mais qui performe pas très bien. Il existe de la pornographie un peu plus typée vers de l'art érotique et de ce genre de choses. Donc il y a pornographie, bien sûr, mais les statistiques sont unanimes. Ce qui est le plus consommé, c'est les choses qui sont beaucoup plus standard ou trash. Ah. Standard ou trash, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pornographie classique, hein. Un homme, une femme, voilà, ça dure 10-15 minutes dans la vidéo, il y a un ou deux moments éjaculation machin, ou orgasme, enfin supposé orgasme pour la femme, puisque pour l'hyper-majorité d'entre elles, ce ne sont pas des vrais orgasmes. Il fausse même les fluides, c'est-à-dire que même les éjaculations d'hommes n'en sont pas vraiment parfois. C'est d'autres types de fluides qui sont utilisés pour simuler. Ensuite, ils utilisent des angles de caméra, des choses comme ça, des props, comme on les appelle. Bref. Donc, nourrir cet espace-là, ça va forcément venir nous impacter. Il y a un moment donné où on sait que pour ne plus alimenter cette partie du système, il va falloir s'en couper complètement. Et donc, il va falloir devenir radical. Et la deuxième raison, elle est étendue derrière cette chose-là, c'est qu'elle est sociétale en réalité. La pornographie est une addiction à échelle mondiale. Les hommes sont complètement dedans et participent du fait qu'on a une population de 95%, peut-être même plus, d'hommes à moins de 5% de leur batterie en permanence. Posez-vous 3 secondes la question de ce que ça signifie pour l'état du monde aujourd'hui. D'avoir une population d'hommes coincés ici. Que se passerait-il si les hommes avaient une bien meilleure énergie, qui savaient la diriger, et qui savaient du coup la rediriger notamment avec leurs partenaires féminines, plutôt que de regarder des femmes actrices à qui on demande d'être pas naturelles. Je peux répondre à ce que tu viens de préciser ? J'ai regardé très rarement du porno quand j'étais jeune. Je pense que j'avais 16-17 ans. Ça avait un côté hyper excitant. Je pense que même j'en avais regardé peut-être plusieurs fois à certains moments parce que ça m'excitait. Et c'était pas du sexe... Enfin, c'était pas du porno... Enfin, c'est du porno classique, quoi, standard. Et puis, ça a dû m'arriver quelques fois, mais très rarement. Ça doit remonter à il y a 10 ans. Hein. Donc j'avais peut-être une vingtaine d'années. 20 ans. Je n'en ai pas regardé depuis très 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 longtemps. Et l'idée même que ça existe, je ne comprends pas. Parce qu'à partir du moment où on met le doigt sur l'amour, le tantra, la réunification entre le féminin et le masculin, et qu'on touche du doigt à ce que ça pourrait être une planète qui tourne un peu mieux. Oh non, pourquoi je suis émue là ? Oh, je suis une femme. Voilà. Il est urgent que les hommes changent de référentiel.
Et ce que j'aimerais aussi apporter par rapport au porno, c'est que si on avait des hommes, plus que 2% ou 5% de la population, qui orientent leur énergie, qui est incroyable, à des fins de soutien, d'honneur envers le féminin avec un grand F, la Terre, les générations futures, le respect de ce qu'ils veulent créer pour eux, pour leurs partenaires, pour leurs enfants demain, pour la Terre, pour les pays dans lesquels on vit, et qui sont quand même dans un sacré bordel. Voilà, bref. Si les hommes redirigeaient leur énergie avec une mission et un but qui va quelque part ailleurs que dans le mur, ça serait vraiment, vraiment incroyable. Et au-delà de ça, l'existence même du porno, petite précision que j'aimerais apporter, c'est à l'image de la répression sociétale envers deux thématiques tabous, la mort et le sexe. On a grandi avec l'idée que c'était sale, le sexe, que c'était mal, qu'il fallait en avoir honte, qu'il fallait le cacher. Et tout ce qui est réprimé finit par aboutir à des déviances. Il est temps de remettre quelque chose de respectueux autour de ça. Non pas tabou, non pas la porte ouverte à on fait ce qu'on veut, mais quelque chose de sacré. Et à chaque fois qu'on continue à soutenir, directement ou de manière indirecte, tout ce bordel, on ne fait qu'enfoncer le clou. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler qu'on peut voter avec notre argent, mais on peut surtout voter avec notre attention. On nourrit des systèmes. Donc oui, c'est radical. Donc non, porno, non. La réponse est que cette chose doit disparaître. Maintenant, elle est tellement ramifiée que ça sera difficile, mais ça commence toujours par l'individu. Donc ça tombe bien, on s'adresse à des individus qui sont sur le chemin de la souveraineté, s'ils ne le sont pas déjà en tout cas. Et donc, c'est repérer qu'est-ce qui vous emprisonne, c'est repérer qu'est-ce qui vous empoigne, qu'est-ce qui vous agrippe, que ce soit ce sujet-là ou tous les autres, et simplement de vous en libérer. On a besoin d'hommes qui sont libres, parce que les hommes qui sont libres peuvent choisir leur combat, plutôt qu'on les leur impose. Et ça se transcrit ensuite sur le reste du monde. Donc on part d'un sujet comme finir trop vite, faut-il éjaculer ou pas, et on en finit sur une strate sociétale, planétaire, et tout est lié comme ça. Donc ce qui se joue à l'échelle individuelle se joue à l'échelle planétaire en réalité. Donc même si vous avez l'impression que votre petite action ne change rien, en fait elle change tout. C'est ça, notre énergie, notre attention, notre intention, elle a un pouvoir de fou. Parce que moi j'ai bien aimé me flageller avec ce genre de concept. Ce n'est pas un moyen de se flageller, ce n'est pas un moyen de se trouver un nouveau bourreau. Ah, je suis mauvais. Un nouvel objectif inatteignable vers lequel essayer d'aller pour se dire non, je n'y arrive toujours pas, je n'y arrive toujours pas, je n'y arrive toujours pas, je ne suis pas une bonne personne. Et donc là, on en revient à la clé, c'est que quand plus vous allez vous reconnecter à votre corps et à vos sensations, moins vous allez avoir besoin d'images fake pour vous stimuler, en fait. Les écrans nous ont tous transformés en voyeurs. Sauf que la majorité d'entre nous ne sommes pas des voyeurs nés, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes pour qui le fait d'être voyeur est une vraie excitation.
Mais pour le reste Omar, d'entre nous, réponse traumatique. ce sera un autre sujet. C'est pas une question qui nous a été posée. Mais en tout cas, voilà. Donc, voilà, simplement pour clôturer cette question. Arrêtez totalement. Et toutes les craintes que vous pouvez avoir de l'autre côté, trouvez des solutions pour elles. C'est-à-dire, si vous avez des peurs de manquer d'inspiration, parce que ça, je l'ai déjà entendu. Si vous avez peur de manquer de variété, si vous avez peur de toutes ces choses-là, il y a des solutions et il ne s'agit pas d'aller tromper sa partenaire, il ne s'agit pas d'aller... voilà. Alors oui, mais tu parles pour quelqu'un qui a une partenaire, quelqu'un qui n'en a pas. On parle surtout de ça. Mais globalement, là, les questions ont été posées par des personnes... en tout cas sur la pornographie, c'était, voilà, je suis en couple, j'en regarde très peu, ma femme le sait, Okay. Notre vie sexuelle est cool, quid? Alors du coup, pourquoi sa sexualité est cool? Alors, il y a différents degrés avec la pornographie. Et lui, il est au degré où ça C'est pas une vient addiction. en réponse... Voilà, c'est plus... Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'une addiction, c'est pas forcément quelque chose que tu consommes 5 fois par jour. Une addiction, c'est quelque chose où l'idée de t'en séparer te pose problème. C'est ça, une addiction. Donc tu n'es pas Enfin, libre. une des définitions, en tout cas. Donc, et là, je peux le dire aussi à titre personnel, puisque j'ai réussi à arrêter, mais le chemin pour arrêter a été très long. Parce que moi j'ai souffert de 15 ans d'addiction dure à ça, avec des descentes aux enfers un peu compliquées. Et donc quand j'ai remonté la pente, eh ben, ça a été d'abord réussir à ne pas le faire pendant une semaine, puis 2, et puis ensuite 4, et puis ensuite régresser, et puis repartir, et puis réussir 6 mois, je pensais que j'avais totalement arrêté, puis ensuite retomber dedans. Et là, on entre dans une autre phase. On entre dans une phase où ça dit des choses de nous, parce que ça n'arrive qu'à des moments précis. Là où avant, c'était tellement là tout le temps, Qu'on en fait, peut on pas pouvait voir. juste se dire, bah, voilà, j'ai un problème avec la chose, mais je sais pas qu'est-ce que ça vient corriger ou qu'est-ce que ça vient compenser. Plus que corriger, compenser. Ouais. Quand on commence à pouvoir s'en éloigner suffisamment et que ça nous retombe dessus, qu'on n'arrive pas à ne pas résister, ou que, par exemple, en ce qui me concerne, c'était ça, c'est que je pouvais tomber sur une image, parce que tout est tellement sexualisé dans cette société aujourd'hui que c'est un peu terrible. Tu tombes sur une image d'une femme photoshopée mais très belle, etc., qui t'active, et ça pouvait lancer une chaîne ensuite derrière. Et ça disait quelque chose de moi. Mais la vie est sexuelle par définition. C'est La vie la est version sexuelle. de comment elle a été... Nous, ce qu'on a fait, Oui, ça a été dévié. c'est un emploi, voilà. C'est une déviance. Mais oui, c'est Et quand on ça dit qui est... sexualisé, c'est que ça nous est affiché dans la figure. C'est-à-dire tu te balades dans la rue, tu as des affiches de femmes à moitié à poil pour la lingerie et des choses comme ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est d'inviter les hommes qui ont, par exemple, pas un truc où c'est 5 fois par jour, mais qui commencent à essayer d'arrêter, c'est de commencer à s'auto-observer, d'identifier, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée avant, qu'est-ce que j'ai eu comme pensée, est-ce que j'ai été énervée, à quel moment en général ça se manifeste, quand je m'ennuie, quand je sais pas quoi faire. Et on est dans une société qui ne supporte plus l'ennui parce qu'il faut tout en remplir. Hein. Donc ouais, ça peut être intéressant de faire ça. Et c'est aussi un moyen de se dissocier en termes de... C'est une dissociation quelque part. On pense qu'on ressent plus, mais c'est souvent une dissociation de certaines choses qu'on ne veut pas ressentir. Mais c'est vrai qu'il faut donner de l'espace pour pouvoir s'en rendre compte. Et je peux en connaître un... J'ai pas été addict au porno, mais j'ai un gros terrain addictif. Donc ouais, c'est toujours une cause. Et la petite précision que j'aimerais apporter, c'est que dans certaines scènes de porno qui sont des trucs qu'on pourrait jamais faire dans la réalité, des trucs improbables, genre des fantasmes, du BDSM, j'en sais rien, sachez qu'en fait, vous avez toujours la possibilité aussi d'expérimenter vos fantasmes dans la mesure du consentement de ceux de vos partenaires. Et que plus vous mettez des interdictions et des barrières, alors je parle dans la mesure où il n'y a pas de mort et de violence physique, hein, et que c'est pas des animaux, mais dans la mesure où il y a du consentement, il y a du respect, etc., c'est à partir du moment où vous réprimez des choses parce que vous jugez qu'elles sont mal, que ça devient des obsessions qui finissent par devoir être regardées sur du porno. Alors qu'en fait, en absolu, soyez inventifs dans votre quotidien. Globalement, le porno... ne permet pas particulièrement de se libérer de l'obsession, là où non. la réaliser dans la vraie vie, souvent, l'en libère. Ouais, et parfois de se rendre compte que c'est pas si fou que ça. ou
commencer à planifier la manifestation et puis ensuite se rendre compte qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Ça aussi, ça peut en libérer. C'est-à-dire commencer à marcher ce chemin-là. Parce qu'il y a évidemment des fantasmes qui sont très très poussés et complexes à organiser et dangereux aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui demandent d'être bien entourées, bien protégées. Bref, ceux qui savent se reconnaîtront. Je veux pas donner des idées à qui que ce soit. Question suivante. Question 3. Mon homme est méfiant face à l'ouverture et la profondeur du tantrisme, tandis que je souhaite expérimenter la sexualité sous cette forme-là. Il l'interprète comme si ce qu'il apportait maintenant n'était pas assez. Donc cette question-là, je vais la contextualiser un tout petit peu. Ici, c'est une femme qui pose la question, et donc c'est son partenaire masculin qui bloque sur faire les choses différemment, faire les choses autrement, découvrir de nouvelles choses. Mais ça peut très bien être l'inverse, hein. D'expérience, il y a le problème des deux côtés. En l'occurrence, je peux me mettre dans cette situation-là, j'ai toujours été très intéressé par tout ça, mais j'ai pas toujours eu des personnes qui voulaient aller dans cette direction-là. Mais du coup, dans la situation qu'on avait là, il y a une spécificité qui est que c'est l'homme qui est réticent, et dans sa manière d'être réticent, en fait, on peut percevoir une forme d'attaque personnelle, non pas envoyée de la femme vers l'homme, mais une perception d'attaque personnelle, voilà, de la part de l'homme. C'est-à-dire que pour lui, envisager qu'il faille changer les choses, ça pourrait signifier que ce qu'il fait n'est pas bien, que ce qu'il fait n'est pas satisfaisant. Et encore une fois, ça aussi, je l'ai déjà vu de l'autre côté. Hein. Donc, il n'y a pas de... C'est pas un truc qui est genré ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut arriver. Et dans le désir d'une sexualité plus épanouie, que ce soit en allant chercher des choses, voilà, comme par exemple Marie, ou moi-même à un moment donné, des choses taoïstes, ou d'autres cultures, ou de choses un peu anciennes, ou simplement juste étendre un petit peu les horizons et corriger les 2-3 problèmes qui pourraient mener à des relations qui sont beaucoup plus épanouissantes, eh bien, il faut se remettre en question à un moment donné. Et donc, là, il faut d'abord se rappeler que améliorer une situation ne signifie pas que la situation de base, elle est problématique. Forcément. Là, on va beaucoup plus parler de découverte, on va parler de curiosité, on va parler de d'étendre ses horizons, justement. D'amener des choses qui sont nouvelles, qui pourraient nous parler plus. Il faut que tout le monde réussisse un jour à sortir de l'angle de la performance. Le sexe n'est jamais une performance. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de contexte où c'est intéressant, sauf évidemment la pornographie. Mais sinon, ce n'est pas une performance. L'objectif à atteindre, il n'est pas l'orgasme, il n'est pas comment est-ce que j'ai les meilleures positions pour faire monter la personne le plus vite possible. Il est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble cet espace de plaisir et alimenter cet espace de plaisir. Et ensuite, à l'intérieur, il peut se passer plein de choses très différentes. Donc, il va falloir avoir un dialogue et il va falloir recentrer la discussion vers la découverte. Mais si on rencontre une résistance de la personne en face, à un moment donné, il faut aussi avoir la capacité de discuter de cette résistance très précise. Il faut avoir la capacité, dans un couple, de pouvoir se poser avec l'autre et de dire « Est-ce que quand je te propose ça, tu te sens attaqué ?» Et avec les messages que j'ai pu échanger avec certaines personnes, et notamment la personne qui a posé cette question, c'est pas un problème de sexualité ici. Problème de communication. C'est un problème de communication. C'est un problème qu'on n'ose pas parler de certaines choses, on n'ose pas aborder certains sujets. Et ça, c'est précurseur à la sexualité. Parce que, comme j'ai pu l'écrire ou le dire à diverses occasions, si on a déjà un blocage avant, comment pourrait-on penser que ce blocage n'existe pas dans l'espace le plus vulnérable et le plus intime qui soit ? Ça me fait penser que j'ai eu à peu près la même question par une femme. Et qui est sur son chemin de transformation, qui va probablement évoluer sur plein d'aspects, qui va mettre en lumière des choses qu'elle pensait être sa vérité, qui en fait étaient des croyances ou des peurs. Et donc une personne qui veut tendre vers sa vérité à elle, étendre son plaisir, partager plus, partager différemment que ce qu'elle a connu. C'est là où, effectivement, à des moments, dans une relation,
euh, on peut espérer que l'un avance, ça inspire l'autre, l'autre a envie d'avancer et on grandit. Parce qu'une relation, elle est faite pour grandir ensemble. Et entre le moment où il y a une rencontre à n'importe quel âge, en fonction de l'âge à laquelle les personnes se rencontrent, et puis ils passent des années ensemble, bien sûr qu'on grandit. Et c'est là où on peut voir le chemin qui bifurque. Et où l'ego, notre ennemi, reprend le dessus. Je suis pas assez, ça veut dire que je suis nulle, mais non, pour qu'on change, pourquoi tu veux faire des choses. Et donc là, c'est toujours une histoire de, déjà, comme tu disais très bien, la communication. Et la communication d'une femme envers un homme et d'un homme envers une femme n'est pas pareil qu'entre deux hommes et qu'entre deux femmes. Il y a beaucoup d'erreurs aussi qui sont faites à ce niveau-là. Et qu'il suffit de quelques ajustements pour déjà changer grandement la solution de la situation. Et ensuite, il y a des questions d'ordre de, en fait, à un moment donné, c'est aussi la capacité à chacun de se remettre en question et de dire, comment on fait pour grandir? La personne veut-elle grandir? Et du coup, si on est avec quelqu'un qui ne veut pas grandir, ça aussi, c'est la question un petit peu sous-jacente qui peut se cacher derrière. Mais avant de vouloir répondre à la question, en fait, avant même de pouvoir identifier si c'est véritablement la question, il faut aller au bout des choses. Il faut avoir tout essayé. C'est ça. Et dans l'absolu, je poserai la question à, imaginons que c'est une femme qui se rend compte qu'elle est bloquée, qu'elle a tout essayé, qu'elle a arrondi les angles, etc., tout ce qu'on veut. Il y a un moment donné où il faut qu'elle se regarde en face et qu'elle choisisse entre un statu quo bancal ou un choix d'amour radical. De soi. De soi. Finis sur du dur, là. Finis sur du dur. On va mettre un petit bonus un peu plus doux. Allez. On va terminer par une petite question de bonus pour des personnes qui sont restées jusque-là. Et la question bonus, l'amour et le désir ne durent-ils vraiment que 3 ans? Alors, plus qu'une question, c'est beaucoup plus une observation de croyances limitantes, finalement, que les gens peuvent avoir, et pas par hasard, hein, parce que, comme souvent, sont véhiculés dans cette société énormément de messages qui ne sont pas vrais, qui sont véhiculés par les mauvaises personnes. Et je vais expliquer cette phrase très simplement, c'est que est-ce que vous allez écouter les conseils relationnels de personnes qui n'ont jamais été en couple, ou est-ce que vous allez écouter des conseils relationnels de personnes qui ont été mariées 50 ans et qui s'aiment à la folie? Donc quand on vous dit, quand vous entendez par exemple ce message, que l'amour ne dure que 3 ans, que ce ne sont que des hormones, que ensuite ça redescend et puis que ça se tasse et puis que ça devient de l'affection. Oh, tu m'étonnes que les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'engager, ça donne pas envie. L'affection, genre. Pour ceux qui nous écoutent depuis le podcast, vous imaginez un tout petit peu la tête que vient de faire Marie. Ah oui, parce qu'il y aura ou pas allez nous voir sur YouTube. Allez nous voir sur YouTube juste pour voir sa tête. Oh. Ça vous dira tout. Ah. Donc, quand vous entendez ce genre de choses, allez faire votre vérification de qui a prononcé ça. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont déçues. Il y a énormément de personnes qui pensent avoir l'expérience et qui ne l'ont pas. Il y a énormément de personnes qui parlent de l'amour sans l'avoir vraiment vécu dans leur corps, dans leur chair. Ils Donc, confondent. posez-vous cette question. Ils confondent. Et je peux attraper ton fil ? Vas-y, je terminerai après. On est dans une société où effectivement il y a eu le patriarcat, il y a eu le féminisme, il y a eu plein de choses. Bref, en tout cas, les gens ont une conception de l'amour qui est biaisée, qui est soit source d'angoisse, soit source de ces histoires-là de de toute façon, au bout de 3 ans, on va se faire chier, ou de toute façon, c'est dur. Alors, je dis pas que c'est facile et que c'est un long fleuve tranquille. Quoique,
Quand on a les outils, bien sûr que c'est censé l'être. Mais euh, on a peut-être eu des parents qui, quand on était enfant, on a eu un exemple de, de parents qui n'étaient pas forcément désirants l'un envers l'autre, il y avait peut-être du passif-agressif, il n'y avait peut-être pas de la communication où il y a de la sensualité. Donc bref, on est entouré d'exemples et on a grandi avec des exemples et dans une société qui nous matraque que... en gros, on s'amuse quand on est jeune, et puis après, c'est la prison. Et pour le dire autrement, et c'est très lié aux blessures du féminin, pour le dire autrement, moi qui parle beaucoup des archétypes et de Lilith et de Ève, il y a cette croyance aussi, je pense, chez beaucoup d'hommes, en gros, pendant un moment, je vais m'éclater avec la Lilith, la salope, la désireuse, je suis peut-être très vulgaire, mais c'est ça. Prendre du kiff, prendre du plaisir, avoir des expériences, et après, quand même, il faut que j'ai des enfants, je vais me caser parce que j'ai envie quand même d'avoir des enfants, et je vais me mettre avec une femme sage, une maman. Et comme c'est aussi intégré chez les femmes, il y a aussi plein de femmes qui, à partir du moment où elles sont mères, ou qu'à partir du moment où ça fait longtemps qu'elles sont en couple, il y a une espèce de statu quo qui s'installe, où il n'y a plus ce truc un peu passion, désir, et ce feu qui est alimenté. Et je peux vous assurer que pour avoir connu des couples, et j'en ai un dans mon cœur que je connais, un couple que je connais, qui sont une de mes sources d'inspiration, et je les connais très bien. Ils sont mariés depuis plus de 40 ans. Quand je les vois se regarder l'un l'autre, ils pourraient se bouffer de désir. Et ils ont 3 enfants. Et c'est pas pour rien si en plus j'avais parlé beaucoup de Tao et de Tantra avec eux alors qu'ils n'étaient pas du tout de cette région-là. D'accord. C'est possible. Et donc, on va peut-être donner quelques conseils, mais c'est non seulement possible, mais il faut d'abord déconstruire l'idée selon laquelle c'est pas possible, parce que c'est aussi ça qui est la cause d'hommes qui ont peur de s'engager, de femmes qui sont méfiantes, ou au contraire, même moi, j'avais peur de l'engagement, j'avais peur de l'amour, parce qu'en fait, j'avais pour référentiel, mais attends, mais je vais me faire chier, je vais être emprisonnée. Je veux pas de ça. J'avais ça qui s'émergeait. Et à un moment donné, on a le choix de choisir une autre vérité, en fait. D'ailleurs, vu que tu as cité un exemple homme-femme, moi je vais citer un exemple inverse qui existe tout autant. C'est qu'il y a toute une population de femmes qui, arrivées vers les 30 ans, se choisissent un homme simple, mais qui a l'air d'être un bon père de famille potentiel, pour aller faire des enfants et qu'elles ne désirent pas. Et ça, c'est une erreur tragique. C'est une erreur tragique. Parce que, une fois qu'on a des enfants, on est lié à vie. Donc, d'une certaine manière, ça empêche de vivre cette relation de couple et de parentalité baignée de sexualité incroyable qui pourrait être vécue en ayant choisi le bon partenaire. Donc, ne vous arrêtez pas à un homme qui a l'air de cocher certaines cases pour aller d'un côté et pas d'autres. Ne compromettez pas, en fait. Si je devais résumer, ne faites pas des choix de peur. Je pourrais juste témoigner une petite chose, un peu perso, et qui est très liée à la sexualité en réalité, parce qu'aujourd'hui c'est très facile d'avoir du sexe avec n'importe qui si on est en manque ou qu'on a besoin d'affection. Sauf que nos choix, là où on porte notre attention, comme on disait tout à l'heure, et nos choix quotidiens, ont le pouvoir de manifester notre réalité. Puisque c'est quelque chose d'énergétique en fait. Ce qu'on cultive pour soi, ce qu'on cultive autour, on l'attire en fait. C'est mathématique, c'est énergétique. Donc, aux femmes qui m'écoutent, ou aux hommes qui m'écoutent, et qui cherchent une relation inspirée de celle dont on parle, tant que vous répétez ou que vous allez vers des relations qui vous rassurent et du on verra peut-être, etc., et que c'est pas genre le fuck yes, et que c'est pas exactement là où vous voulez aller, quand vous continuez ces petites choses-là, vous vous empêchez de faire rentrer la bonne personne ou les bonnes personnes, enfin, de manière générale. Alors, il s'est passé plein de choses dans ma vie depuis 1 an qui ont fait que j'ai été mouvementée. Mais je refuse d'avoir du sexe avec un homme tant que je sais pas clairement que c'est un fuck yes. Et je peux le dire, ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de sexe avec un homme. Ça a été une très longue période. C'est une très longue période.
Et en réalité, c'est tellement aligné que je me sens pas moins... Enfin, je suis pas en manque, hein, je me débrouille très bien. Mais c'est tellement aligné que c'est tellement un choix de respect et de cœur que par effet de conséquence, je sais que c'est très juste. Et Pierre, tu pourras même en témoigner, c'est que quand toi, t'as fait ce choix-là aussi, d'un moment donné, te focus et dire je reste concentré, je dévie pas jusqu'à ce que ça soit clair, et ben la bonne personne, elle est rentrée. Une personne avec un choix équivalent, surtout. Oui. C'est-à-dire que c'est pas soi-même, on se place à un standard, et puis la personne en face, elle n'a pas du tout ces standards-là, au contraire. Mais non, c'est... Ce standard attire le même standard. Donc effectivement, ça m'a permis de rencontrer la bonne personne. Parce que j'ai posé mes standards et je les ai vécus avec sérénité. Je les ai pas vécus comme une prison que je m'auto-infligeais pour espérer obtenir quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était la bonne réponse, en fait, que c'était les bons choix, que c'était ce qui me rendait fort. Et depuis cette force-là, j'ai rencontré quelqu'un de fort aussi. Et ça a valu le coup d'attendre. Quand même, parce que la question bonus, c'est ok, mais j'ai peur que ça change, que je perde du désir pendant la relation et tout, etc. À partir du moment où il y a, petit conseil, mais à partir du moment où il y a déjà cet amour qui est la base et qu'il y a cette direction qui est la même, le travail des polarités, c'est aussi de comprendre, par exemple, notamment en tant que femme, qu'est-ce que c'est d'aimer un homme et de l'honorer, et vice-versa, parce que le langage du masculin n'est pas le langage du féminin. Donc comment, par exemple, à des moments où l'autre il a très envie de sexe et puis moi j'en ai pas envie, comment j'arrive à faire danser la situation pour que ça soit pas source de non, j'ai mal à la tête, machin, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais, non mais classique. C'est le genre de ce qui n'arrive plus du tout maintenant. Alors que non, en fait, parce que quand tu sais maintenir ce feu et ce désir en continu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet. Alors, il y a peut-être des fois la vie, il y a la vie, il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses qui arrivent. Disclaimer quand même, voilà. Oui, que, je suis pas... Je suis dedans, donc je peux en témoigner. Il y a des périodes où il n'y en a pas, il y a des périodes où il y en a beaucoup. De sexe ou de désir, tu parles de désir ? Les deux. C'est-à-dire que quand on dit il n'y a pas de désir, ça ne veut pas dire la personne est en face de moi et elle me laisse de marbre. C'est simplement que la relation, c'est multifactoriel. Et quand il y a certains facteurs qui sont un peu plus diminués, il y en a d'autres qui sont augmentés. En conséquence, c'est pour ça que choisir une personne correctement est extrêmement important. Parce que quand il y a des morceaux qui sont en train d'être travaillés, par exemple, quand on a des challenges personnels, on a des downs, on a des périodes de creux dans la vie. Et souvent, on peut avoir des périodes de creux dans l'énergie sexuelle, dans la vitalité. Et on a le reste de la relation pour nous soutenir et nous permettre de revenir derrière. Alors, du coup, et là, je pense que c'est une bonne conclusion, c'est que de toute manière, plus vous allez être aligné avec qui vous êtes, plus vous allez réparer vos blessures émotionnelles, plus vous allez savoir faire circuler votre énergie sexuelle au quotidien, ne pas être dans votre mental, être dans votre corps, plus la relation sera un espace nourrissant où vous aurez des choses chouettes à apporter, à recevoir aussi, mais parce que ça viendra depuis un espace qui est déjà qui n'attend pas la relation pour se remplir. Et quand vous comprenez aussi ce qui se joue dans votre corps, dans vos émotions, et que vous osez l'exprimer, en fait, quand vous résolvez pas mal de choses, en fait, la relation devient plus fluide et plus simple. Simple, très simple. Ouais. Et je fais un petit aparté, mais pour les femmes qui écoutent cette vidéo et que vous en êtes encore là, vous avez peut-être suivi que là, on est en mars, début avril, je lance un programme pour femmes en semi-autonomie de 7 mois. Et évidemment que tous les sujets qu'on a évoqués là, notamment la sexualité, les polarités, la communication, le plaisir, libérer les peurs et tout, seront dedans et vus par étapes. Donc, il reste quelques places. Première servie, première arrivée, première servie. 5-6 personnes, c'est ça ? Sur 12 max. Sur 12 max. Et c'est un programme sur 7 mois où il y aura des modules pour aller par étapes progressivement parce que justement, on ne peut pas
parler de la sexualité et trouver tout de suite des miracles dans sa sexualité si déjà de base le travail sur ses peurs, sur sa sexualité, sur sa connexion à son corps, il y a encore des barrières. Et donc c'est vraiment un chemin de transformation radical, par étapes. Et voilà, n'hésitez pas, on mettra le lien dans les infos, je sais pas, ou quelque part, juste pour aller me contacter. Et pour les personnes qui sont déjà en plein dedans, c'est-à-dire qui sont déjà dans la rencontre, déjà dans le couple, qui remarquent les dysfonctionnements, qui entendent ce qu'on avance, mais qui n'arrivent pas à les rendre concrets, à les matérialiser, à les acter, dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir me voir, parce que là, c'est ma spécialité, justement. D'aller mettre l'espace de conscience sur les choses qui vous bloquent, d'apporter les outils qui vous manquent, et ensuite, roule ma poule. Ça se passe très vite. Les résultats en 1 ou 2 séances sont assez faramineux, mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous vous reconnaîtrez pas au bout de quelques mois, vous vous reconnaîtrez pas. Surtout, vous reconnaîtrez pas la relation. Ça dépend en plus toujours de l'origine des problèmes, de comment ça se manifeste dans le corps, etc. Mais oui, dans tous les cas, dès qu'on met de la conscience et de la volonté sur un changement... Tout part de soi. Tout part de soi. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît, comme on dit. Donc nous ne pouvons aider que les personnes qui sont prêtes. Ceux qui ne sont pas prêtes ne viendront de toute manière pas, donc tout est bon, tout est juste. Un dernier commentaire pour la route ? Alors moi, je viens de conclure, là, je peux pas rajouter encore un truc. Écoutez, si vous avez des remarques, des questions ou des précisions, ou si vous avez aimé ce format, enfin, faites-nous vos retours. Si, envoyez. Du coup, oui. On avait beaucoup plus de questions que ça. Oui, bah oui. Je pense que ceux qui nous suivent depuis le moment où vous nous connaissez, on n'arrête pas d'être dans une sacrée arborescence et on va trop loin, donc il y aura probablement d'autres épisodes, mais il y en aura surtout si vous nous faites des retours que ça vous a plu, que vous voulez en savoir plus. Parce qu'on va évidemment mettre notre énergie là où ça servira le plus de personnes. Donc si cet épisode ne fonctionne pas, eh ben on changera de thématique. Soutenez-nous, c'est du travail gratuit. Plus que gratuit, voilà, c'est surtout s'il y a des messages qui vous ont marqué, d'autres pourraient être marqués par ça. Et on aide tout un tas de personnes sans savoir qu'on les aide. Et c'est ça qui est magique avec Internet. Partagez, aimez, envoyez-nous des fleurs. Alors moi c'est un peu moins choubixique, mais envoyez-nous des choses. Des bonnes vibes. Des bonnes vibes. C'est un GP. Mais voilà, nos Instagrams sont dans les descriptions. Voilà, vous savez où nous trouver. Et puis on vous retrouve dans un futur épisode. Bonne journée.